Je m'appelle Chloé. Dans ma famille, il y a 2 rôles. Ma sœur, Léa, est l'enfant prodige qui peut réserver des voyages non remboursables en Islande pour Noël. Je suis la personne fiable, l'opératrice du 17 qui travaille des quarts de 12 heures obligatoires pendant les fêtes. Mon rôle est d'être disponible. Son rôle est d'être aventureuse. Aujourd'hui, elle a officialisé nos rôles. Elle a falsifié ma signature sur un document scolaire, me désignant comme tutrice de ses 2 enfants pendant qu'elle montait à bord de son vol. Je viens de recevoir l'appel. L'école ne peut pas la joindre. Et j'ai 30 minutes avant qu'il n'appelle les services de protection de l'enfance. Êtes-vous la personne fiable de votre famille? Nous vous voyons. Nous savons ce que ce fardeau représente. Suivez-nous et rejoignez un espace où votre histoire est enfin comprise et votre valeur reconnue. Travailler comme opératrice du 17 n'est pas un travail de 9h à 17h. Nous sommes la ligne de vie. Nous entendons la panique, le désespoir et les pires moments de la vie des gens. Notre travail est d'être méthodique, calme et précis lorsque le monde s'écroule. Pour la personne à l'autre bout du fil, cela a un coût élevé. Nous sommes du personnel essentiel, ce qui signifie que les vacances ne sont pas une demande. Elles sont une affectation. Mes quarts de 12 heures obligatoires étaient bloqués pour les 23 et 24 décembre. Les manquer n'était pas une option. Cela signifiait une mesure disciplinaire immédiate et la perte de la prime de Noël dont j'avais désespérément besoin pour continuer à rembourser mes prêts étudiants. Je vis seule. Je garde ma vie ordonnée et je protège farouchement ma paix car mon travail draine chaque once d'énergie émotionnelle que j'ai. Ma sœur Léa est l'opposé. C'est l'enfant prodige, celle qui a bien épousé, a eu 2 beaux enfants, et a toujours semblé plier le monde à sa volonté. Son mari, Marc, est assez gentil, mais il la suit sans poser de questions. J'aime ma nièce et mon neveu, Manon et Hugo. Manon a 7 ans, elle est très intelligente et artistique. Hugo a 5 ans, et c'est une tornade d'énergie. Je les aime. C'est ce qui rend tout cela si difficile. Mon amour pour eux a été utilisé comme levier contre moi pendant des années. Le schéma a été établi il y a longtemps. J'étais la personne fiable, la célibataire, celle qui n'avait pas sa propre famille. Cela s'est traduit par le fait que j'étais le distributeur automatique par défaut et la babysitter par défaut. Je me suis souvenu de mon dîner de remise des diplômes universitaires. Léa et Marc avaient oublié leur portefeuille, me laissant couvrir la facture de 500 € avec ma toute nouvelle carte de crédit. Je me suis souvenu de la fois où ils avaient emprunté ma voiture pour un week-end à l'université et l'avaient rendue avec le réservoir vide et un PV de 30 € glissé dans la boîte à gants, que j'ai bien sûr dû payer. Je me suis souvenu de la fois où ils avaient supposé que je conduirais 4 heures aller simple pour la fête du 3e anniversaire d'Hugo simplement parce que je n'avais pas d'autre projet. Mes projets de dormir, de me décompresser, de simplement exister après une semaine épuisante de quart de nuit n'ont jamais été considérés comme valides. Environ 2 semaines avant Noël, Léa avait appelé. Sa voix était inhabituellement douce. Ce ton aigu qu'elle utilise quand elle est sur le point de demander quelque chose d'impossible. Salut Chloé, juste pour prendre des nouvelles. Comment va le travail? Nous avons échangé des banalités sur la neige imminente à Paris et le temps ensoleillé dans le sud de la France où vivent nos parents. Puis la révélation. Alors Marc et moi avons trouvé cette offre de dernière minute incroyable pour voir les aurores boréales en Islande. Nous pensons y aller du 23 au 26. Un œuf froid s'est formé dans mon estomac. Léa, c'est Noël. Je sais. N'est-ce pas magique? Quoi qu'il en soit, nous avons besoin que tu gardes Manon et Hugo. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. J'ai consulté mon calendrier de travail, bien que je connaisse déjà la réponse. Je ne peux pas. J'ai des quarts de 12 heures obligatoires les 23 et 24. Je suis physiquement au centre d'appel. C'était notre première tentative de poser une limite. Le nom doux. Je t'ai déjà envoyé les liens pour les agences de nounous pour les fêtes. Tu te souviens? Il faut les réserver tôt. Un soupir de frustration a sifflé au téléphone. Chloé, ces agences facturent environ 50 € de l'heure. C'est ridicule. C'est de l'abus de prix. Ta famille.
C'est le tarif des fêtes, Léa. C'est le marché. Tu ne fais que t'asseoir et répondre au téléphone toute la journée. Tu ne peux pas simplement les prendre avec toi? L'absurdité a coupé le souffle de cette demande, amener 2 petits-enfants dans un centre d'appel sécurisé du 17, me donnait envie de rire. C'était une pièce sécurisée au niveau national. Léa, je ne fais pas que répondre au téléphone. J'ai géré un accident mortel impliquant plusieurs voitures la semaine dernière. J'ai aidé une femme à pratiquer la RCR sur son mari. Ce n'est pas juste des appels et c'est une installation sécurisée. La réponse est non. Ne sois pas si sombre. Je parle de Noël. Elle ignorait la réalité de mon travail. Écoute, ce n'est pas grave. Les parents de Marc sont occupés avec leur service religieux toute la journée. Nos parents sont dans le sud. Tu es la seule option. Je ne suis pas une option, ai-je dit, ma voix devenant plus ferme. C'était le non catégorique. La tentative de poser une limite qui aurait dû y mettre fin. Je ne suis pas disponible. Tu dois embaucher quelqu'un ou tu dois annuler ton voyage. Annuler. Chloé. C'est non remboursable. C'est des milliers d'euros. Alors tu aurais dû réserver une babysitter avant de réserver le vol. Mon emploi du temps est bloqué. Je ne peux pas et je ne le ferai pas. Ne sois pas si dramatique. Sa voix est devenue perçante, froide. Bien, peu importe. Nous trouverons autre chose. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé que je retenais. J'ai en fait ressenti une pointe de culpabilité, ce vieux réflexe programmé. Mais je l'ai repoussé. J'avais été claire. J'avais été ferme. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. C'était mon erreur. J'avais posé une limite et ma sœur l'avait simplement considéré comme un défi, un obstacle logistique à surmonter. Avance rapide jusqu'au 23 décembre. Il était 11 heures. Je préparais mon sac pour mon quart. Une chemise d'uniforme supplémentaire, des collations riches en protéines, 2 bouteilles d'eau et mon casque anti-bruit pour ma pause. Les quarts de travail des fêtes sont toujours les pires. Plus de troubles domestiques, plus de conducteurs ivres, plus de personnes ressentant le poids profond de la saison. Je me préparais mentalement pour les 12 prochaines heures. Mon téléphone a sonné. C'était une notification Google Agenda. Une invitation de Léa envoyée il y a quelques secondes. Tante Chloé, garde d'enfants à plein temps du 23 au 26 décembre. J'ai regardé l'écran, mon sang se glaçant. Elle venait de l'envoyer. J'ai appuyé sur refuser si vite que mon doigt a été flou. Mon téléphone a immédiatement sonné. Ce n'était pas Léa. C'était un numéro inconnu des banlieues près de chez elle. Mes instincts d'opératrice se sont activés. J'ai répondu, c'est Chloé. Mademoiselle Chloé Martin, c'est Madame Dupont du secrétariat de l'école primaire du Chêne. Mon cœur battait la chamade. Oui. Tout va bien? Oh, oui. Bien. Nous appelons juste pour confirmer la prise en charge de Manon et Hugo Martin. L'école ferme à midi aujourd'hui pour les vacances de Noël. Et nous voyons que vous êtes la nouvelle tutrice principale. L'air a quitté mes poumons. Nouvelle tutrice. Je suis désolée. Je pense que vous faites une erreur. Je suis leur tante. Oui, madame. Leur mère, Léa, a mis à jour le formulaire de contact d'urgence ce matin. Il vous désigne pour la prise en charge. Les parents sont signalés comme voyageant à l'étranger et injoignables jusqu'au 27. Elle l'avait fait. Elle l'avait vraiment fait. Elle avait ignoré mon nom et m'avait simplement désigné. Madame Dupont, je suis désolée. Il y a une erreur importante. Je ne suis pas leur tutrice. Je n'ai jamais donné mon autorisation pour cela. Je suis en fait programmée pour un quart de 12 heures obligatoire au travail. Je ne peux pas aller les chercher. La voix de la secrétaire est devenue hésitante et j'ai pu entendre la prudence juridique dans son ton. Oh, c'est problématique. Mademoiselle Martin, l'école ferme dans exactement 1 heure. Nous avons essayé de joindre Madame Martin, mais son téléphone tombe directement sur la messagerie vocale.
Si un tuteur autorisé n'est pas là avant 12h30, nous devons suivre le protocole. Je savais ce que signifiait le protocole. Lorsqu'un enfant est laissé à l'école sans prise en charge autorisée, il est considéré comme abandonné. L'école est légalement tenue d'appeler les services de protection de l'enfance. Ma sœur mettait ma nièce et mon neveu dans cette situation. Mon esprit s'est emballé. J'ai regardé l'horloge. 11h05, il fallait 40 minutes de trajet de mon appartement à Paris à leur école à Saint-Cloud, en supposant une bonne circulation, ce qui n'était jamais garanti. Si je partais maintenant, je pourrais les récupérer, mais mon quart. Je devais être à mon poste, connectée et prête pour le briefing à 13h45. Si je les récupérais, où les emmènerais-je ? Je ne pouvais pas les emmener à mon appartement et les laisser seuls pendant 12 heures. Je ne pouvais pas les emmener au centre d'appel. Ce n'était pas juste un inconvénient. C'était un acte de sabotage calculé. Elle avait attendu la dernière seconde possible, sachant que j'étais une bonne personne, sachant que je ne laisserais pas ma nièce et mon neveu être pris en charge par les services de protection de l'enfance. Elle utilisait mon travail et mon amour pour ses enfants contre moi. Madame Dupont, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Pouvez-vous s'il vous plaît m'envoyer par email une copie de ce formulaire ? Celui qui a été mis à jour ce matin. J'ai besoin de le voir. Bien sûr, envoie à votre email enregistré maintenant. Ma boîte de réception a sonné. J'ai ouvert le PDF. Il était là, le formulaire de contact d'urgence de l'élève. Toutes mes informations, Chloé Martin, mon adresse, mon numéro de téléphone, et en bas, une signature numérique bâclée qui était censée ressembler à la mienne. Ma main tremblait. Ce n'était pas juste bâclé. C'était arrogant. Elle n'avait même pas essayé de le faire paraître réel. C'était une déclaration de propriété. Je peux signer votre nom. Je possède votre temps. C'était de la fraude. Une vague de rage absolue, froide et vive, m'a envahi. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Un message vocal de Léa. J'ai appuyé sur lecture. Le bruit de fond était indubitable. Le brouhaha d'un terminal d'aéroport. Le son étouffé d'un agent de porte annonçant un vol pour Reykjavik. Chloé, nous embarquons pour l'Islande. Tellement excitée. Écoute, les enfants sont à l'école. Va juste les chercher. L'école ferme à midi. La clé de la maison est sous le même vieux paillasson. Toutes leurs affaires sont dans leur chambre. Nous te verrons dans 4 jours. Je t'aime. Bisous. Le droit décontracté et désinvolte. Le mépris total de ma vie, de mon travail, de mon refus explicite. Elle n'a même pas pris la peine de demander. Elle m'a juste dit. Elle m'a informé que j'avais été désignée volontaire. J'ai ressenti cette vieille sensation familière, le sentiment d'être un paillasson. Les années à être la personne fiable, celle qui allait juste soupirer et nettoyer le désordre. Ma famille, surtout ma sœur, avait confondu ma patience avec de la faiblesse. Ils ont confondu ma compétence avec une disponibilité infinie. J'ai regardé le document falsifié. J'ai écouté à nouveau le message vocal. Embarquement pour l'Islande. Ils étaient à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, probablement à 10 minutes de leur porte. J'avais 2 options. Première option, céder. Je pourrais appeler mon supérieur, plaider pour une exemption d'urgence. On me la refuserait probablement. Je ferais l'objet d'un rapport disciplinaire et perdrais ma prime de vacances. Je passerais Noël, un moment où j'étais censé aider des gens en crise réelle, à ruminer du ressentiment, à garder les enfants de ma sœur pendant qu'elle sirotait du champagne et regardait les aurores boréales. Je renforcerais sa conviction que ma vie était secondaire à ses caprices. Deuxième option, tenir bon. J'ai consulté l'email des RH confirmant mon quart obligatoire. J'ai consulté la politique officielle de prise en charge autorisée de l'école, celle-là même que j'avais transmise à Léa 2 semaines auparavant. Elle stipulait clairement que les enfants ne seraient remis qu'aux personnes figurant sur le formulaire et que si un tuteur désigné semblait inapte ou contraint, l'école se réservait le droit de contacter les autorités. Ma sœur ne me demandait pas seulement de faire du babysitting.
Elle abandonnait ses enfants dans une école publique pour faciliter ses vacances, et elle utilisait mon identité pour le faire. Une question morale a fait surface, nette et claire. Pourquoi étais-je celle qui paniquait? Pourquoi étais-je celle qui subissait les conséquences de ses choix? C'est elle qui avait créé cette urgence, pas moi. Ma formation d'opératrice a pris le dessus. La panique a reculé, remplacée par une clarté froide et méthodique. C'était un incident, et il nécessitait une réponse précise en plusieurs étapes. J'ai rappelé l'école. Madame Dupont, c'est encore Chloé Martin. Mademoiselle Martin, il est 11h30. Avez-vous pris une décision? Elle avait l'air stressée. Oui, je vous envoie un email tout de suite. Vous recevrez 2 documents. Le premier est ma convocation de travail officielle et non négociable de la ville de Paris pour mon quart de vacances obligatoire. Le second est une déclaration sous serment que la signature sur le formulaire de tutelle est un faux et que je ne consens en aucun cas à être désignée comme tutrice. Ma voix était plate, calme, la voix que j'utilisais pour dire à quelqu'un comment pratiquer la RCR. Je ne suis pas une tutrice autorisée. Je ne suis pas disponible pour la prise en charge. Les parents, Léa et Marc, ont intentionnellement quitté le pays et abandonné leurs enfants mineurs dans votre établissement. Il y eut une forte inspiration à l'autre bout du fil. Madame Martin, vous nous demandez d'appeler les services de protection de l'enfance pour votre sœur. Je vous demande de suivre la loi. Je l'ai corrigée. Je suis une personne non autorisée. Les parents sont injoignables. Votre protocole est clair. Vous devez protéger les enfants. Je protège mon travail, qui, soit dit en passant, est également dédié à la sécurité publique. Le silence s'est étiré. Je savais ce que cela signifiait. C'était l'option nucléaire. Cela déclencherait une guerre qui s'étendrait de la région parisienne à nos parents dans le sud. Léa me peindrait comme la méchante qui a ruiné Noël, la tante sans cœur qui a laissé sa nièce et son neveu être pris en charge par le système. Mais Manon et Hugo n'étaient pas pris en charge par le système. Ils étaient protégés par celui-ci. Ils étaient assis dans un bureau d'école, confus et effrayés parce que leurs parents avaient choisi des vacances plutôt que leur sécurité. Leurs parents les avaient mis là, pas moi. Je comprends, dit finalement Madame Dupont, sa voix sombre. Nous suivrons le protocole. Nous déplacerons les enfants dans la salle d'après-garderie et contacterons les autorités. Merci, Madame Dupont. Vous faites ce qu'il faut. J'ai raccroché. Mais je n'avais pas fini. Cette situation exigeait de la précision. Première étape, l'école. J'avais déjà envoyé par email le formulaire de révocation et mes ordres de travail. Cela a annulé ma responsabilité. L'école était maintenant légalement obligée de ne pas me remettre les enfants, même si je me présentais. Deuxième étape, la documentation. J'ai raccroché avec l'école et j'ai immédiatement composé la ligne non urgente de la police nationale. Je me suis identifiée comme opératrice hors service. Je dois signaler un souci de bien-être. Il y a 2 mineurs, âgés de 7 et 5 ans, actuellement à l'école primaire du Chêne à Saint-Cloud. Leurs parents, Léa et Marc, seraient partis pour un vol international et les auraient abandonnés, s'attendant à ce qu'une partie non autorisée et indisponible les récupère. L'école initie le protocole des services de protection de l'enfance, mais je veux que cela soit documenté comme un contrôle de bien-être formel. L'agent au téléphone a pris le rapport. Vous êtes opératrice. Vous connaissez la procédure, alors? Oui, ai-je dit. Je m'assure juste que tout est en ordre. Les parents ont créé une situation dangereuse. Un numéro de dossier a été généré. Ce n'était plus seulement un différend familial. C'était un incident documenté de négligence parentale. Troisième étape, la compagnie aérienne. C'était la dernière étape nécessaire. J'ai cherché le numéro de service client d'Icelandair, plus précisément leur bureau d'opération à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. J'ai eu un agent de billetterie au téléphone. J'appelle à propos de 2 passagers actuellement en train d'embarquer sur le vol FI 770 pour Reykjavik. Leurs noms sont Léa et Marc. Madame, je ne peux pas discuter des listes de passagers. Je l'ai interrompu en utilisant ma voix d'opératrice. Écoutez-moi très attentivement.
Je ne signale pas une menace. Je suis opératrice du 17. Je signale une urgence familiale sensible au temps. Leurs 2 enfants mineurs, âgés de 5 et 7 ans, ont été abandonnés à leur école primaire. Les services de protection de l'enfance sont en train d'être dépêchés à l'école en ce moment. Les parents, Léa et Marc, doivent être contactés et invités à retourner à l'école primaire du Chêne immédiatement pour prendre la garde de leurs enfants. Cela a attiré son attention. Abandonnés à l'école ? Oui. Ils ont falsifié un document de tutelle et ont quitté le pays. L'école a contacté les autorités. Les parents doivent être appelés et retirés de ce vol. Je lui ai donné le numéro de téléphone de l'école et le numéro de dossier de la police. Je vais faire remonter cela au superviseur de la porte immédiatement. C'est une allégation sérieuse. Oui, ai-je confirmé. Merci de votre prompte attention. J'ai raccroché. J'ai regardé l'horloge. 12h15, j'ai fini de faire mon sac. J'ai imaginé la scène à l'aéroport. Léa et Marc installés à leur siège, peut-être sirotant une boisson avant le vol. L'agent de porte marchant dans l'allée, se penchant. Monsieur et madame, nous avons un message urgent du sol. Vous devez venir avec nous. Il s'agit de vos enfants. Mon téléphone a explosé. D'abord, Léa. L'identifiant de l'appel a clignoté. Je l'ai regardé sonner, puis passer à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau instantanément. Marc. Je l'ai laissé sonner. Un 3e appel. Ma mère du Sud. J'ai appuyé sur ignorer. J'ai mis mon téléphone en mode concentration. J'ai attrapé mes clés, mon sac et suis sorti pour aller à ma voiture. Je suis arrivé au centre d'appel à 13h30, pile à l'heure. Mon superviseur, Marc, a hoché la tête en entrant. Prête pour les fêtes, Martin ? Je lui ai fait un signe de tête sec. Prête comme jamais. Je me suis assise à ma console. La lueur familière des 6 écrans était un réconfort. Mon téléphone personnel, en mode silencieux dans mon sac, vibrait sans arrêt. Je pouvais le sentir bourdonner contre ma jambe. Je l'ai ignoré. Un appel pour un trouble domestique est arrivé. Un incendie sur l'autoroute. J'ai chassé ma famille de mon esprit. Ces gens avaient besoin de moi. Les autres personnes, celles qui ne connaissaient pas mon nom. Quand j'ai enfin pris ma pause plusieurs heures plus tard, ma boîte vocale était pleine. Le premier était de Léa. Ce n'était pas un appel. C'était un hurlement. Un cri primal de rage pure et non filtré. Chloé, qu'as-tu fait ? Ils nous ont fait descendre du vol. Ils ont dit que tu avais appelé les services de protection de l'enfance. Ils ont dit que les enfants étaient abandonnés. Tu as ruiné nos vacances. Tu as ruiné Noël. Comment as-tu pu nous faire ça ? Tu. Je ne te pardonnerai jamais. Le second était de Marc. Il avait juste l'air paniqué, sa voix aiguë. Chloé, appelle-nous. Nous sommes à l'école. La police est là. Les services de protection de l'enfance nous interrogent. Ils ne veulent pas nous rendre les enfants. Chloé, qu'as-tu fait ? C'est un cauchemar. Le 3e était de ma mère. Sa voix tremblait de déception. Chloé, ma chérie, ta sœur est très contrariée. Ils ont manqué leur vol pour l'Islande. Elle a dit qu'il y avait juste un petit malentendu avec l'heure de la prise en charge et que tu avais appelé la police pour eux. N'aurais-tu pas pu simplement aider ? La famille est censée s'entraider. Je ne comprends pas pourquoi tu serais si cruel. J'ai supprimé les 3 messages vocaux. J'ai découvert plus tard par le bouche à oreille des tantes horrifiées ce qui s'était passé. Léa et Marc ont été escortés hors de l'avion quelques minutes avant la fermeture de la porte de la cabine. Ils ont été accueillis par la police de l'aéroport qui les a informés que leurs enfants étaient sous la garde des services de protection de l'enfance. Ils ont dû retourner en catastrophe à l'école où ils ont été interrogés pendant plus de 2 heures par une assistante sociale et un agent de police. L'école, suivant un protocole, ne rendrait les enfants aux parents qu'après que les services de protection de l'enfance aient confirmé leur identité et aient été satisfaits pour le moment que les enfants n'étaient pas en danger immédiat.
Au moment où ils ont récupéré leurs enfants, leur avion était à mi-chemin au-dessus de l'Atlantique. Leur voyage de 4 jours non remboursable à la poursuite des aurores boréales en Islande était perdu. Noël fut calme. J'ai travaillé mon quart de 12 heures le 23. J'ai géré un carambolage de 5 voitures sur la 1, causé par du verglas. J'ai pris un appel silencieux qui, en utilisant le protocole de tapotement ou de SMS, s'est transformé en une arrestation réussie pour violence domestique. Je suis rentré chez moi à 3 heures du matin, j'ai dormi du sommeil des épuisés et je me suis réveillé le jour de Noël. Mon groupe de discussion familiale, la tribu Martin, était une zone de guerre. Mon téléphone n'avait cessé de sonner. Des tantes et des oncles à qui je n'avais pas parlé depuis des années se manifestaient. Ma tante Marie a été la première. Chloé, ma chérie, ta mère est en larmes. Ce que tu as fait est un péché d'appeler la police pour ta propre famille à Noël. Léa avait juste besoin d'aide. Tu aurais dû te déclarer malade. Un oncle que je n'avais pas vu depuis 10 ans a ajouté, c'est ça, l'attitude parisienne. Si froide. La famille, c'est tout. Tu devrais te souvenir de ça. Léa leur avait naturellement raconté sa version. La version où j'avais une rancune personnelle et où j'avais appelé la police pour lui causer des ennuis à cause d'un simple malentendu de babysitting. J'ai attendu le matin de Noël, sachant que tout le monde consulterait son téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe. J'ai posté exactement 2 images. La première était la capture d'écran du formulaire de contact d'urgence de l'élève falsifié avec la fausse signature clairement visible. La seconde était la capture d'écran de mon emploi du temps de travail obligatoire pour les fêtes du centre d'appel du 17 de Paris. J'ai tapé un seul message en dessous. Ce n'était pas un malentendu. C'était un faux et un abandon parental. J'étais à mon poste obligatoire. Je n'en discuterai pas davantage. Joyeux Noël. La discussion est devenue complètement silencieuse. Les accusations ont cessé. Net. Tante Marie n'a jamais répondu. Une semaine plus tard, à la nouvelle année, un petit colis plat est arrivé à mon appartement. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais je savais de qui il venait. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte, pas de mots, juste un seul beau dessin de ma nièce, Manon. C'était un bonhomme allumette de moi portant un grand casque, debout à côté d'un sapin de Noël brillamment éclairé. En bas, dans son écriture de 7 ans, il était écrit « Tant aide les gens à Noël ». Glissé derrière le dessin se trouvait un reçu Lydia. Marc m'avait envoyé 500 €. La ligne de description ne contenait que 6 mots, pour le prochain dépôt de nounou des fêtes. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Mais c'était un aveu. C'était le son d'une limite qui, enfin, douloureusement, se mettait en place. Tout ce désordre m'a appris quelque chose. Des leçons difficiles, mais nécessaires. Premièrement, non est une phrase complète. Mais parfois, quand on a affaire à des gens qui refusent de l'entendre, non. Et voici la documentation légale de mon refus est la seule chose qui fonctionne. Deuxièmement, votre travail est valide. Votre temps est précieux. Peu importe que vous soyez un travailleur essentiel comme moi, un créatif ou quelqu'un qui travaille à distance. Votre temps n'est pas gratuit simplement parce que votre famille ne comprend pas ou ne respecte pas votre travail. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour réchauffer les autres. Troisièmement, la protection des enfants est la responsabilité de tous. Ma sœur et son mari ont manqué à ce devoir. Ils ont fait passer leurs vacances avant la sécurité de leurs enfants. L'école a fait ce qu'il fallait et j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin, et c'est ce qui me reste. Vous n'êtes pas responsable des conséquences de la mauvaise planification de quelqu'un d'autre. Je ne les ai pas fait manquer leur vol. Je n'ai pas appelé les services de protection de l'enfance par malveillance. J'ai simplement refusé de participer à leur tromperie. Et les conséquences naturelles de leurs propres actions ont fait le reste. Je me demande toujours ce que la communauté en pense. Ai-je été trop dure? Aurais-je dû être la bonne fille et la sœur serviable, même si cela signifiait sacrifier mon propre travail et encourager leur comportement? Ou était-ce la seule façon de faire respecter la limite? Faites-moi part de vos réflexions. Nous n'avons pas parlé pendant des mois, Léa et moi. Le silence était lourd, mais honnêtement,
C'était paisible. Elle a finalement envoyé un message texte sec et formel vers Pâques. Nous utilisons un service de garde d'enfants enregistré pour nos vacances d'été. Nous avons déjà versé l'acompte. J'ai répondu par SMS quelques heures plus tard. C'est super. Je suis contente que vous ayez trouvé une solution qui vous convienne. Le Noël suivant, mon téléphone était merveilleusement silencieux. J'ai terminé mon quart de vacances obligatoire, je suis rentrée chez moi sous la neige légère et j'ai mis mes pieds en l'air avec une tasse de chocolat chaud. Mon téléphone était en mode concentration. Mon email avait une réponse automatique active. Il disait « Non disponible pour la garde d'enfants. Veuillez contacter votre prestataire réservé ». C'était les meilleures vacances que j'ai eues depuis des années.